J'aimerais vous parler aujourd'hui de poèmes. Des poèmes qui m'accompagnent depuis de longues années, et notamment de Marine d'Arthur-Rimbaud, que j'avais appris par cœur dans les années 1960. C'est intéressant de relire ces poèmes tout au long d'une vie, car, comme il en va pour les tableaux, leur perception se modifie au fil du temps. Lorsque l'on superpose nos perceptions successives des œuvres d'art ou des poèmes, ceux-ci nous apparaissent en couches géologiques. En les perçant verticalement, on obtient ainsi une carotte, un témoignage de leur vie, non pas comme manifestation unique ou phénomène appartenant au passé, mais comme être vivant, reflet de leur propre histoire, de leur propre évolution. On peut également interpréter le phénomène autrement, c'est-à-dire comme la simple transformation de l'œuvre d'art avec le temps, sans quelque autre ajout ni retrait. Ce phénomène s'apparente au cross-mapping, jeu qui consiste à disposer des cartes les unes au-dessus des autres pour en déceler les différences, cette différence dans laquelle, selon moi, réside la vérité. Si on le superpose des cartes géologiques, on observera l'alternance des périodes glaciaires. Les cartes historiques nous montreront, elles, par exemple, les transformations drastiques qui ont été opérées au cours des campagnes d'Alexandre le Grand, de même que les mutations politiques dans les territoires du croissant fertile durant plus de 10 000 années. En nous appuyant sur cette logique d'observation, nous accepterons sans peine que la perception d'un poème ou d'une œuvre d'art puisse résulter de l'addition des différentes interprétations que nous en ferons à divers moments de notre vie. Dans cet ordre d'idées, nous observerons une autre forme de cross-mapping en superposant le Nouveau Testament avec l'Ancien Testament. Nous découvrirons alors que de l'Ancien Testament, une multitude d'événements ne se sont réalisés que dans le Nouveau Testament. Chez les prophètes Isaïe et Jérémie, on trouve de nombreuses corrélations entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, telles celles concernant l'annonce du Messie. Par ailleurs, dans les figurations de l'Annonciation, vous remarquerez que Marie tient un livre dans les mains, livre qui contient ce qui est advenu et ce qui adviendra. Certes, l'Ancien Testament existe en tant que tel, par et pour lui-même, mais à la manière d'un roman policier, il contient un grand nombre d'énigmes, d'indices, de graines qui ne germeront que bien plus tard. On peut le feuilleter par le début ou par la fin, peu importe le sens de lecture. Et en reprenant la métaphore de la carotte géologique, nous pourrons revenir en arrière ou avancer dans le temps à loisir. C'est peut-être la raison pour laquelle les premiers chrétiens préférèrent le codex au rouleau. En effet, il est impossible de procéder de cette manière avec le rouleau qui ne permet pas la superposition. Maintenant, je vous lis Marine, poème de Arthur Rimbaud, figurant dans les Illuminations. Les chars d'argent et de cuivre, les proues d'acier et d'argent battent l'écume, soulèvent les souches des ronces, les courants de la Londe et les ornières immenses du reflux filent circulairement vers l'est, vers les piliers de la forêt, vers les fuites de la jetée, dont l'angle est heurté par des tourbillons de lumière. Je garde encore présent le souvenir très précis de la sensation que produisit sur moi ce poème lorsque je m'en approchai pour la première fois.
Mais l'avais-je bien compris? Il m'était alors, de fait, très étranger. Je ne parvenais pas à le déchiffrer, à percer la clé de l'énigme. Car, pour ce faire, je n'avais aucun vécu, aucun sentiment personnel auquel me raccrocher qui me permette de le reconstituer. Ce poème ne nous est pas adressé, il échappe au badinage. En cela, il est bien différent des poèmes qui m'étaient familiers et qui parlent d'expériences dont je me sentais proche, tel ce poème de Goethe, Bienvenue et adieu. Es war getan, fast ehe gedacht, mein Herz schlug geschwind zu Pferde, und so weiter. Je vous fais une traduction. Mon cœur battait fort, vite en selle, et sitôt j'étais à cheval. Le soir déjà perçait la terre et la nuit pendait aux montagnes. Quel bonheur pourtant d'être aimé et d'aimer, ô Dieu, quel bonheur. Avec Marine, rien de tout cela. Objets sans référence, les mots s'y juxtaposent sans aucun lien entre eux, des mots en soi. Quelque chose semble avoir lâché, comme si l'irréparable s'était produit, un malheur de l'autre du décollement de la rétine. Il rend tout lien entre le concret ou avec une quelconque réalité, même secrète. Tout comme chez les romantiques et plus particulièrement chez Novalis, tout peut être identifié comme élément d'une philosophie de libération des limites. Que résulte-t-il du choc que ce poème a produit en moi, de sa destruction ou de sa résistance à la réalité? Comment s'est-il modifié au cours des années? Comment est-il devenu réalité, un existant unique? Jusqu'alors, j'avais appris qu'un poème ne se soumet pas à la réalité empirique, souffre de son incommensurable écart entre le langage et la réalité. Et puis, avec le temps, j'ai découvert que la réalité qui se juxtapose à la poésie se délite jusqu'à une forme d'extinction. Le poème démontre qu'il n'existe d'autre réalité que la sienne. Les courants de la Lande laissent supposer que la terre devient fleuve. On imagine que depuis longtemps la Lande n'est plus solide, n'est plus permanente. Autrefois, en tâtonnant, je me suis efforcé de comprendre jusqu'à ce qu'une meilleure connaissance du français me permette d'en goûter toutes les subtilités. Je me suis alors laissé porter par la musicalité de la langage et j'ai changé d'avis sur ce poème. J'ai eu l'impression de mieux en saisir les composants, d'en apprécier chacun des mots qui, pris individuellement, désignent un continent ou, en d'autres termes, renvoient à un cercle de conséquences et de significations diverses. Il rappelle en cela la mystique juive qui m'a fasciné et me fascine encore, selon laquelle toutes les lettres de l'alphabet sont sacrées. Et, quel que soit l'ordre dans lequel on les dispose, venant de Dieu, elles énoncent toutes un sens toujours différent, même si celui-ci ne se révélera que dans des milliers d'années. J'ai trouvé un écho lointain à ces images mystiques dans les poèmes de Hölderlin. Par exemple, quand il parle de l'espace que le Dieu nous a laissé en se retirant, rejoignant ainsi la théorie kabbalistique de la création du monde telle que l'a formulée au XVIe siècle Isaac Luria, qui voit le Créateur comme un Dieu qui se retire. Dès cette époque, j'ai été attiré par toutes sortes de dictionnaires, lexiques de terminologie juridique, économique, philosophique, etc.
Les murs de mon atelier se sont recouverts d'inscriptions et de mots car mes yeux étaient empreints d'une certaine aura, convoquant autour d'eux un cercle magique. Le simple fait de parler de mots toujours me guide vers d'autres pensées. Revenons au poème de Rimbaud. Il se développe quasiment sans conjonction, il enchaîne affirmation sur affirmation, il isole les groupes nominaux et sa signification réside uniquement dans les mots, dans leurs constituants. On peut en cela dire qu'ils sont aplatoniques. On ne part pas d'une idée qui se manifeste dans la matière. En revanche, l'idée, mieux encore son esprit, est déjà contenu dans les constituants, dans les mots eux-mêmes que le poète révèle. L'esprit, l'idée sont, pourrait-on dire, retombés sur terre, se sont cachés dans une obscure matière. La destruction de la syntaxe est à ce point extrême qu'elle en perd son sens. Sentiment que l'on retrouve chez Mallarmé et qui consiste à abolir le sens en faisant taire les mots, à rendre la langue mutique pour mieux s'approcher du silence. Car de même que le langage ne saurait appréhender le néant peut s'exprimer que dans le langage. Or, avec le temps, les poèmes, de même que les tableaux se transforment, s'approchent de l'abstraction pour ne plus être que forme et couleur. Le passage le plus intéressant dans un tableau abstrait est celui où le sujet va vers l'abstraction. Ce moment indescriptible où le sujet visible ne va pas tarder à glisser dans l'abstraction. Ce moment qui se situe sur une frontière intangible qui exprime la lutte contre la représentation du néant et du néant en soi. On peut observer ce moment particulier dans certains tableaux de Kandinsky des années 1911 et 1912, tel celui-ci, Lyrisches, où se devine encore une silhouette que l'on peut identifier comme celle d'un cheval et de son cavalier. Ces moments de transition sont pour moi, sans conteste, les plus intéressants, car les œuvres totalement abstraites qui viennent après cette période ne sont, elles, que pure forme. Il en est de même chez Mondrian. Ici, le tableau palpite encore sous la couche de peinture, sensation bien plus perceptible en présence de la toile, où l'on devine la lutte que l'artiste a livrée avec le tableau. Une recette dont il faut connaître le mot d'emploi et qui, chez cet artiste, est une des composantes de son apport formel. La douleur engendrée par l'abandon de la figuration et que je perçois chez Mondrian, je ne la décèle plus chez certains artistes de style, chez qui la forme purement abstraite me semble plus arbitraire et en tout cas incomparable à celle de Mondrian. On peut y apercevoir les repentirs, les réajustements et d'autres renoncements. On peut deviner la lutte qui, chez Mondrian, est érigée en système, ainsi son point d'achèvement. Ma théorie est la suivante. L'art n'intervient que là où se devine encore le sujet, là où le débat semble encore ouvert pour des querelles d'opinion et de conception. Examinons un autre cas, celui de l'art minimal. Ici, les caisses de Donald Judd sont vidées.
elles ne sont pas vides de quelque chose, elles étaient vides d'emblée. Pur design, elles n'expriment pas le vide comme entité virtuelle et spirituelle, tel le Zimzum chez Isaac Luria. En revanche, dans le Vertical Earth Kilometer de Walter Beria, l'objet est bien présent. Il est l'intérieur de la Terre ou de l'espace-Terre. Il pénètre perpendiculairement dans la Terre, traversant différentes strates géologiques, culturelles et humaines. À travers ce geste riche de sens, l'artiste superpose un temps géologique, le temps de l'humanité. La Terre y est tout entière incluse, intégrant les plantes, les civilisations, les édifices. L'esprit peut alors divaguer en allant des ruines mayas à celles de Bonampak, aux murs lézardés sous la pression des plantes. Mais revenons à notre poème de la Marine de Rimbaud. Quelque chose s'est entièrement modifié et qui ne concerne pas mes stades d'appréhension successifs des années 1960 et 1980. Ce qui me semblait alors étranger, voire incompréhensible, ce que je percevais comme appartenant à une sorte de destruction du réel, n'était de fait que pure réalité, la seule réalité possible. Car enfin, la poésie est à mes yeux l'unique réalité possible, tout le reste n'étant que pure illusion. Vous, par exemple, qui m'écoutez, je ne suis pas certain que vous soyez réel. En revanche, le poème dont je vous parle est, lui, bien réel. Je m'en suis déjà expliqué à d'autres moments. Les poèmes sont pour moi comme des bouées en pleine mer. Je nage de l'une à l'autre au milieu de l'eau et sans elles, je suis perdu. Les poèmes sont des points d'ancrage dans l'étendue infinie où quelque chose s'amoncelle venu de la poussière interstellaire, un peu de matière dans l'abîme de l'antimatière. Aussi, parfois, les décombres de ce qui a été se condensent pour créer de nouveaux mots, de nouveaux espaces et de nouveaux rapports. Marine, comme son titre l'indique, est un poème qui parle de la mer et cependant, il débute en parlant de chars. Les territoires s'y croisent donc. Ce qui est de l'ordre de la terre, tel la lande et les chars, est connecté à des mots relevant de l'univers marin, alors qu'inversement, la mer semble être devenue un morceau de terre. Autrefois, lorsque je le découvris, ce poème avait ceci de particulier qu'il ne me parla pas de la mer, mais de l'écume et du reflux, pas davantage d'un navire, mais d'une proue. De fait, rien n'apparaît dans ce poème dans sa totalité. Il nous livre des éléments, des fragments, mais jamais rien d'entier. J'avais alors l'impression qu'une chose irréelle était en train d'advenir, que l'ordre des choses était par quelque mystère ébranlé, sans qu'il nous soit permis d'en résoudre l'énigme. La différence entre les genres me semblait abolie. On peut s'amuser à en inverser l'ordre des vers, le poème demeure le même. Tout en lui est relié, non pas par une irréalité ou par un secret impénétrable, mais par un style, ou plutôt par sa propre logique artistique qui défie les conventions. Je me souviens du jour où notre professeur de français, Hugo Friedrich, nous cita un passage de Proust,
dans lequel le romancier analyse le travail d'un peintre. Avançant que la peinture, de même que la poésie, use de la métamorphose pour traiter des objets, et c'est la raison pour laquelle on trouve des structures inexistantes dans le monde du réel. Une des métamorphoses les plus fréquentes consiste à supprimer dans les marines les limites entre la terre et la mer et à exprimer l'idée de ville en des termes propres au vocabulaire marin, de même qu'évoquant la notion de mer au moyen d'expression relevant du lexique citadin. J'ai trouvé par vous le passage de la recherche qui se trouve dans À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Je cite, « Naturellement, ce qu'il avait dans son atelier, ce n'était guère que des marines prises ici à Balbec. Mais j'y pouvais discerner que le charme de chacune consistait en une sorte de métamorphose de choses représentées, analogue à celle qu'en poésie on nomme métaphore, et que, si Dieu le Père avait créé les choses en les nommant, c'est en leur ôtant leur nom, ou en leur en donnant un autre qu'Elstir les recréait. » L'inversion de la terminologie appartenant à l'univers de la mer et de la terre est fréquente dans le langage familier. En français de même qu'en latin, l'on dit « laborer les mers ». J'ai aussi le souvenir de la lettre d'un soldat allemand envoyé du front russe, je cite, nos panzers, altiers et fiers comme des navires dans un océan de blé mûr et jaune. Donc, en allemand aussi, on évoque la mer là où elle n'existe pas. On y parle d'une mer de champs de blé parcourus par les vagues. Mais le poème de Rimbaud va bien au-delà de ces métaphores pour la simple raison qu'il n'en comporte pas et met sur un même plan des choses radicalement opposées. Cet événement marqua mes années 60 et alors, qu'en est-il aujourd'hui ? Aujourd'hui, tout ce qui me paraissait absurde autrefois ou que je considérais comme un déni de réalité est devenu cette réalité à laquelle je m'attache quand j'affirme que seule la poésie et l'art sont réels. Le reste n'étant, à mon sens, qu'incohérence ou absurdité. Ne pensez pas que c'est une idée qui vient de me traverser l'esprit. Elle est le fruit d'une longue expérience vécue au quotidien. Elle conforte également le fait que la vie est radicalement séparée de l'art. Mais nous en parlerons dans un prochain cours de cette séparation entre la vie et l'art. J'ai conservé le souvenir de textes de Paul Valéry autour que j'ai souvent relus, et plus particulièrement au cours des années 80, lorsque le poème de Rimbaud amorçait sa mutation dans mon esprit. Celui, par exemple, dans La feuille blanche de 1944, le poème est un fragment entièrement façonné d'une construction qui n'existe pas. Nous ne sommes pas ici très éloignés de l'expérience vécue, affirmant que la seule réalité envisageable passe par les poèmes et l'art par extension. Paul Valéry nous intéresse par ses formulations. En voici une parmi d'autres dont le souvenir m'est resté vivace. En vérité, toute feuille blanche nous déclare par le vide qu'il n'est rien de plus beau que ce qui n'existe pas. Assertion
proche de Rousseau quand il déclare « Il n'y a rien de beau que ce qui n'existe pas », ce qui signifie que le mot n'existe que par sa propre réalité. Voici à présent une autre citation de Valéry qui ne cesse de m'enchanter. « La parole est le moyen de se démultiplier dans le néant. » On pourrait concevoir tout un cours autour de cette phrase que j'ai lue pour la première fois dans les années 80. Aujourd'hui, nous la résumerons en disant qu'elle contient tout Valéry. Je répète, la parole est le moyen de se démultiplier dans le néant. À savoir le choix de l'artiste tiraillé entre l'euphorie, le sentiment de puissance, le poussant à réorganiser le monde, à créer de nouvelles relations, et qui, dans le même mouvement, ressent le découragement dû à ses échecs successifs, à son impossibilité de parvenir à l'essentiel brièvement entrevu. En effet, que signifie le fait de se multiplier dans le néant ? Se multiplier procure un sentiment d'extension, l'extension de ses propres limites, à l'exemple de l'eau d'un verre renversé et qui continue de s'étaler jusqu'à l'effacement. On pourrait aussi dire qu'on se dilue jusqu'à ce qu'il ne subsiste qu'un souffle de soi-même qui lui-même ne tardera pas à être emporté par le vent. La poésie de Rimbaud et plus encore celle de Mallarmé sont absolues, entièrement dirigées vers le néant, qui est l'absolu par excellence. Les éléments des poèmes sont arrachés au contexte ou quasiment, car bien qu'étant nommés, il leur est attribué une autre existence, une existence spirituelle. L'absolu que tout artiste ambitionne d'atteindre n'est autre que le tableau ultime, le chef-d'œuvre en quelque sorte. Devrait-il pour cela marcher sur un fil au risque de chuter au moindre faux pas et que c'est juste le néant? Revenons au poème. Les corans de la lande. Nous savons qu'il existe des corans sous la croûte terrestre, que jadis la Terre n'était formée que d'un seul continent et que les parties du globe flottent et se déplacent d'ouest en est en décrivant des cercles, comme la spirale de Fibonacci. Nous savons également que le monde est constitué de particules infinitésimales incroyablement petites et que rien n'est jamais définitif. Nous savons que l'angle, le solide, la géométrie n'existant pas en réalité. Nous savons que nous sommes incapables de fixer une particule et que celle-ci n'est que probabilité, qu'elle peut être onde ou particulier, car la science n'apporte jamais de certitude. C'est ainsi, plus on acquiert de connaissances et plus nous sont grandes ouvertes les portes de l'inconnu. J'aime lire la revue scientifique Spectrum. La science ne peut pas déclarer la mythologie obsolète. Chaque connaissance acquise et son exploitation médiatique nous offrent de nouveaux aperçus pour l'analyse ou la compréhension des mythes anciens. On peut même avancer que la science sert la mythologie à l'illustrer. Les chars d'argent et de cuivre, les proues d'acier et d'argent. Mon esprit vagabonde et je me remémore l'histoire d'un peuple très ancien qui traversa la mer et dont les chars des poursuivants furent engloutis par les flots. Les chars étaient-ils d'argent ou de cuivre, d'or ou d'acier? Peu importe.
on peut considérer que ce qu'ils écrivent aujourd'hui, de même que tout ce qui s'écrit au cours des siècles, ne sont que la suite de récits mythologiques immémoriaux, comme par exemple le Cantique des Cantiques. Qui pourrait affirmer aujourd'hui que Homère a réellement vécu? Et d'ailleurs, est-ce vraiment important? Non. La galaxie des auteurs est polyphonique et elle se nourrit de chronologies successives. Les grandes épopées telles que la Kalevala, Gilgamesh, la chanson des Nibelungen, la Bible, etc., ne sont-elles pas constituées de l'addition de différentes versions dues à l'imagination de nombre d'auteurs selon les époques? Il n'y aurait donc rien de surprenant à ce que la traversée de la mer Rouge survienne dans ce poème moderne. Ils traversèrent la mer Rouge à pied sec et Jésus marcha sur l'eau. Tout cela est bien difficile à représenter et les illustrations bibliques de Julius Schnoff von Carolsfeld, caractéristiques du mouvement nazaréen, ou celles de Gustave Doré sont en cela d'étranges gravures. Un seul artiste y est parvenu selon moi, c'est le cinéaste Pier Paolo Pasolini dans La Passion selon saint Matthieu. Je ne me lasse pas de visionner ce film et surtout le passage où Jésus marche sur l'eau. J'aimerais vous montrer une photo que j'ai prise dans les années 60 et que je nomme « Tentative de marcher sur l'eau ». Il s'agit plus précisément d'une séquence photographique. On y voit d'abord un artiste chaussé de bottes debout au bord du Rhin, le regard baissé et qui s'interroge « Vais-je réussir à marcher sur l'eau ?» Il n'y est visiblement pas parvenu une première fois, car sur les photos suivantes, on le retrouve à l'atelier s'exerçant dans un baignoire. Pour ce faire, il a placé un tabouret dans la baignoire pleine, puis il est monté dessus, démontrant ainsi qu'il peut marcher sur l'eau. À vrai dire, ce poème sur la mer, qui est en réalité un morceau de terre, est le contraire de cette action d'artiste. Mais le poème en fut à l'origine. Pour parvenir à l'œuvre d'art, les détours sont très souvent complexes, voire plus irrationnels. Le prétexte humoristique de cette action renvoie à une blague des années 30 sur Hitler. J'ai pris connaissance de cette blague lorsque j'étudiais l'époque du Troisième Reich. J'ai découvert alors que Hitler ne savait pas nager et que l'on avait imputé l'échec de l'opération Seelöwe, qui consistait au débarquement de la marine allemande sur les côtes anglaises à cette faille. Un soir donc, Hitler, Goebbels, Göring sortent en mer. Subitement, Hitler quitte le bateau au risque de se noyer et ses deux compères ont beaucoup de mal de le hisser à bord, lui sauvant la vie. Une fois séché, Hitler déclare « Maintenant je sais que l'autre n'a pas pu le faire ». Mais revenons à notre poème. Les chars d'argent et de cuivre, les proues d'acier et d'argent battent l'écume, soulèvent les souches des ronces. Les corons de la lande et les ornières immenses du reflux filent circulairement vers l'est, vers les piliers de la forêt, vers les fûts de la jetée dont l'angle est heurté par des tourbillons de lumière. En principe, la lumière fait plus fortement ressortir les angles et les arrêts. Mais ici,
c'est le bord de la digue qui est heurté par des tourbillons de lumière. La digue, la limite, n'est pas menacée par la mer, par la montée des eaux, mais par la lumière, par l'immatériel, par les photons qui viennent de très loin du Soleil ou du cosmos. Tout comme au début du poème, ce ne sont pas les objets dans leur globalité qui sont nommés, comme les navires, mais des éléments comme les proues, ceux qui sapent l'ordre des choses, rendent la fin du poème bien plus abstrait encore. La lumière, les tourbillons de lumière font disparaître les angles vifs, le contour des choses, mais non pas comme un tableau de Seurat où, à la manière des atomes, les éléments se décomposent pour mieux se rassembler. Ici, tout reste dans le flou, dans l'oscillation des éléments. On pense naturellement aux ensembles flous de zadés ou particules infinitésimales dont on ne peut pas se saisir et que l'on ne localise que par le truchement des statistiques, sans toutefois savoir si elles se manifestent sous la forme d'ondes ou de particules. La lumière estompe les angles, renverse les digues dressées contre la mer, contre cet autre élément, contre autrui en quelque sorte. Alors du même coup, la figure de la terre promise change de statut. Le mur et le barbelé deviennent vains. J'ai grandi au bord du Rhin, près de la frontière avec la France. Chaque année, au printemps, quand s'amorçait la fonte des neiges, le Rhin sortait de son lit et coulait jusqu'à dans notre cave. Je me souviens de mon émotion quand, descendant à la cave, je découvrais l'eau du fleuve frontière dans la maison familiale. La frontière immuable s'était déplacée jusqu'à nous. On entendait au loin le clapotis de l'eau caressant la berge consolidée par les pierres. On apercevait les lumières sur l'autre rive et parfois les dangereux tourbillons du fleuve. Le pays de l'autre rive n'était pas un pays parmi d'autres. Pour l'enfant qui ne pouvait pas traverser, il était une promesse d'avenir, un espoir. Il était la terre promise. Quand j'y pense aujourd'hui, il évoque des racines qui se perdent dans le seuil de l'espace, qu'on ne peut pas fouler et qui demeurent merveilleusement vides en raison du fossé infranchissable qui réside entre le désir et son accomplissement. Enfant, je n'avais encore aucune idée de cette terre qui s'appelait la France. Je ne voyais que des rangées de peupliers, des départs de routes et, plus loin derrière, un espace vide, pas encore peuplé à mes yeux et qu'il me faudrait plus tard découvrir. Or, la frontière est fluctuante non seulement parce qu'un fleuve, ça coule, mais parce qu'au printemps, comme nous l'avons vu, le fleuve grossissait, s'élargissait et s'insinuait dans les anciens paras du Rhin, inondant les terres et la cave de notre maison. Où se situait alors la frontière? Où se situent ses propres frontières? Sommes-nous circonscrits à nos propres limites en fonction du monde environnant, de la nature, du cosmos? Sommes-nous faits de radiations qui, venant de l'espace, nous atteignent et nous pénètrent? Sommes-nous prisonniers de nous-mêmes, de la pensée d'autrui, des influences qu'exercent sur nous les vivants et les morts? Sommes-nous des individus conscients et responsables de tous leurs actes? Dans ses poèmes et carnets, Paul Valéry traite lui-même à maintes reprises des limites à peine tangibles du moi. Il dit « Je suis tantôt moi et n'importe qui d'autre le reste du temps » ou «
passent entre mes regards sans briser leur absence. Avec Marine, on peut aller plus loin encore en imaginant que les coins à angle droit représentant le système de coordonnées intangibles qui est à l'origine de tous nos calculs, qui a produit notre civilisation, s'est effacé dans ce court poème qui exprime la déstructuration métrique avec séduction. La tonalité du poème nous égare avec presque autant de cynisme que l'illusion de son contenu. L'illusion de la frontière, par exemple, qui nous masque le fait que nous sommes irrémédiablement perdus. Le rythme de ce poème a ceci de prodigieux qu'il nous console à l'endroit même où nous sommes inconsolables. Il nous offre la beauté insituable. À ce sujet, je propose de vous lire quelques vers d'un poème d'Ingeborg Bachmann intitulé « La bohème est au bord de la mer ». Un poème qui ne me quitte pas et que je convoque parfois dans mon œuvre. Un mot m'accoste et je le laisse m'accoster. La bohème est encore au bord de la mer, je crois les mers à nouveau. En croyant à la mer, en la terre, j'espère. C'est moi donc, c'est tous ceux qui sont autant que moi. J'accoste encore un mot et un autre pays. J'accoste de plus en plus et bien que peu en frontière de tout. Ingeborg Bachmann situe la bohème au bord de la mer. C'est son droit. Rimbaud n'abolit-il pas, lui, la frontière entre la mer et la terre? Un mot m'accoste et je le laisse m'accoster. Toute frontière et illusion érigée pour nous rassurer et nous faire croire à l'existence d'un lieu fixe. Sans frontière, sans cette illusion de frontière, nous ne serions pas capables de vivre, ni comme individus, ni dans notre relation à autres. Un mot m'accoste et je le laisse m'accoster. Cette merveilleuse phrase transpose le dualisme en sautant prestement par-dessus lui, afin de parvenir à quelque chose d'autre. Quelque chose de plus profond dont les énigmes n'ont jamais cessé de me préoccuper. La bohème est encore au bord de la mer. Je crois davantage à cette image qu'aux cartes ou à la géographie. Et puis, cet autre poème de Paul Celan, Soleil filament, qui lui aussi transcenda la notion de dépassement des frontières. Au-dessus du désert gris noir, une pensée haute comme un arbre accroche le son de lumière. Il y a encore des chants à chanter au-delà des hommes. Digues et frontières ont été emportées par les flots. De fait, c'est dans les alluvions de la pensée, dans la part insondable de l'être, que poètes et artistes prennent les empreintes que l'on ne saurait saisir. Elles sont reliées entre elles par un système intangible qui ne dépend que de lui-même et qui échappe au commun des mortels. Les courants de la lande et les ornières immenses du reflux filent circulairement vers l'est. Dans une récente mythologie allemande, l'Est a joué un certain rôle, mortel, dirais-je. Certains pensaient trouver l'espace vital à l'Est en repoussant les frontières vers lui. La statue du cavalier de Bamberg, qui regarde vers l'Est, est un symbole parmi tant d'autres. Contrairement à d'autres nations, les Allemands ont souvent utilisé leur mythe
pour justifier leurs actes criminels ou autodestructeurs. Les Français ont, eux, le mythe de la Révolution, les Américains, celui de la guerre d'indépendance, les Anglais, la nostalgie de l'époque où l'Empire régnait sur l'ordre du monde. Les Polonais, conscients d'avoir été maintes fois raillés de la carte et d'avoir pu s'en relever, savent résister pour vaincre. En Allemagne ne subsiste donc que l'échec politique et la défaite militaire du siècle dernier. Quant aux tenants du national-socialisme, ils ont tant abusé des mythes de Barbaros et des Nibelungen qu'après 1945, personne n'osait plus s'y référer. Revenons à cette étrange tournure, et les ornières immenses du reflux filent circulairement vers l'est. Naturellement, elles ne se réfèrent pas à la pulsion allemande de conquête de l'Est, mais elles recèlent une autre énigme. Comment peut-on filer dans une direction en décrivant des cercles ? Car s'il s'agissait de l'onde qui provoque le ricochet d'une pierre dans l'eau, les cercles n'iraient pas uniquement vers l'est. Quant aux ornières, les ornières qui laissent la marée basse ou les sillons tracés dans les champs, peut-on imaginer tous se dirigeant vers l'est et, qui plus est, décrivant des cercles? Impossible. Qu'est-ce qui tourne autour de soi-même et dans une seule direction? Les planètes. Quel que soit l'élément évoqué par les ornières, celui-ci a son entité propre. Par son mouvement circulaire, il se détache de son mobile, il se détache de la mer, du reflux et des masses d'eau. Il forme quelque chose à part, comme un objet projeté dans le vide à l'image d'une planète. Il s'opère en isolement de façon à permettre la fabrication de fragments afin que les choses soient désignées, non pas dans leur totalité, mais à travers leurs détails. Rappelons-nous, ce n'est pas le navire qui est nommé, mais la proue. Les éléments ne sont pas vus comme des ensembles, mais comme des pièces détachées. Le poème ne montre pas la mer avec ses accessoires, les vagues, la plage, la marée, le flux, le reflux, les traces laissées sur l'estran, le sable mouillé, et puis aussi, au loin, les embruns crachés par les vagues écumantes. Dans Marine, les éléments sont volontairement détachés de tout pour être analysés et utilisés à d'autres fins. Fournir d'autres images dont le poète se réserve l'usage. L'impression d'absence d'unité, de lien reliant les choses et les sentiments est fréquente chez d'autres auteurs de la même époque, chez Tchekhov par exemple, où l'on peut lire dans Une histoire ennuyeuse, je cite, « Toutes mes pensées, tous mes sentiments, toutes les idées que je me fais de chaque chose manquent de l'élément de liaison qui en ferait un tout. Chacun de mes sentiments et chacune de mes pensées vit pour son propre compte et dans tous les jugements que je porte sur la science, le théâtre, la littérature, mes étudiants, dans tous les tableaux que je me trace mon imagination, l'analyste le plus expert ne découvrirait pas ce qui s'appelle une idée générale ou le Dieu des vivants. Et faute de cela, il n'y a rien. Nietzsche, quant à lui, dans Man muss alles zersplittern, il faut éclater l'univers, dit en substance, en faisant éclater les choses, l'artiste, paradoxalement, crée une nouvelle unité artificielle, une unité désespérante, impossible, illusoire. Dans ce livre que j'ai réalisé en 1969,
Il y a d'autres pages. Oui. J'ai appliqué ce paradoxe en associant deux éléments qui n'ont rien à voir entre eux. Les pages d'un manuel de médecine concernant un chapitre sur la contraception, illustré de stérilets intra-utérines, dont les formes et l'idée m'intéressaient par rapport au catholicisme. Les moyens contraceptifs ne sont-ils pas l'œuvre du diable ? J'ai posé les stérilets sur des photos de paysages que j'ai déclarés stériles. Sortis de leur contexte, les stérilets doivent accomplir un acte pour lequel ils ne sont pas destinés, qui leur est impropre. Tout comme il est impossible aux ornières de filer circulairement dans une direction, il est impossible d'associer un mouvement linéaire à un mouvement circulaire. La beauté du geste ne consiste-t-il pas à tenter l'irréalisable, prétendre à l'impossible ? Les ornières filent circulairement vers l'est. Divers éléments irrationnels maintiennent leur cohésion grâce à une élocution bien articulée, bien tempérée, et par la grâce de la mélodie, de la musicalité de la langue. Tout comme les instruments médicaux posés sur les paysages forment un ensemble surprenant, voire ironique, mais harmonieux par le seul truchement de l'artiste. Car au fond, seul qui est incompatible est in fine compatible. De même que seuls sont réels dans nos vies l'art et la poésie. S'il fallait s'en convaincre et pour conclure ce cours consacré à l'action de la poésie sur nos pensées et nos actes, je vous lirai 2 strophes du poème de Rilke, Sonnet à Orphée. Soit dans cette nuit de démesure la force magique au carrefour des sens et le sens de leur rencontre singulière, que si le destin terrestre un jour t'oublie, à la terre dit « je coule », à l'eau vive dit « je suis ». Merci.